Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Merci d'être aussi nombreux pour nous aider à affronter ce choc des réalités. Alors, le choc qu'on va étudier là ensemble, c'est le choc qui percute peut-être la RSE. C'est vrai qu'on est dans une espèce de mauvaise passe. Je ne vous fais pas un dessin qui peut donner le sentiment que les préoccupations sociales et environnementales des entreprises passent au second plan. On ressent tous une forme de backlash anti-écologique et anti-social. Alors, est-ce que c'est un sentiment ? Est-ce que les entreprises renoncent ou pas face à la crise ? Si elles renoncent, c'est-à-dire si elles revoient leur stratégie RSE, quelles conséquences ça a ? Et surtout, comment s'assurer que la RSE ne se limite pas à un discours, mais devienne un véritable levier de transformation ? Voilà notre ordre de mission. Pour le mener à bien, je suis accompagné d'Ariel Mendez, notre économiste, qui est professeur des universités en sciences de gestion à l'université d'Aix-Marseille. Nous sommes accompagnés aussi de Marie-Aude Thépeau, à côté de vous. Marie-Aude Thépeau, directrice générale de CNP Assurance. Vous êtes un acteur de référence de l'assurance des biens et des personnes en France, en Europe, mais aussi au Brésil, ce qu'on le sait moins. Une entreprise de 8500 collaborateurs, 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes également accompagnés d'Olivier Lenel, au milieu de cette table. Vous êtes président du directoire et directeur général de Forvis Mazars France, pardon. Le groupe spécialisé dans l'audit et le conseil qu'on connaît tous, 5000 collaborateurs dans 41 bureaux. Nous avons également le plaisir d'accueillir Christophe Fanichet. Vous êtes PDG d'SNCF Voyageurs, l'une des 5 entreprises qui composent le groupe SNCF. C'est la partie qui est chargée de l'exploitation des trains de voyageurs et du service aux usagers. Voilà, c'est une grosse machine de 65 000 salariés à peu près. Et enfin, Elisabeth Moreno, vous êtes présidente du conseil d'administration de Ring Capital, qui est un fonds à impact social, c'est-à-dire que vous investissez uniquement dans des entreprises qui trouvent des solutions à nos problèmes socio-environnementaux. Je précise que Ring Capital est certifié B Corp et que, évidemment, on le sait, vous êtes ancienne ministre en charge de l'égalité, de la diversité et de l'égalité des chances. J'en dis pas plus, Ariel, peut-être un petit mot d'introduction à cette thématique, la RSE à l'épreuve des crises. Oui, merci Séverin. Bonjour à toutes et tous. Donc cette année, les organisateurs des rencontres nous ont demandé de réfléchir à cette question, la RSE à l'épreuve des crises. Et si cette question est posée, Séverin l'a déjà dit, c'est que dans un contexte de turbulence, la responsabilité sociale des entreprises peut ne plus être une priorité, ni pour les entreprises, ni pour les décideurs politiques, d'ailleurs. Pourtant, la crise Covid de 2020 avait suscité une forte prise de conscience, surtout écologique, mais depuis 2022, l'inflation, l'instabilité économique, géopolitique, les mutations aussi qui sont liées à l'intelligence artificielle pourraient avoir relégué les enjeux de soutenabilité au second plan. Pourtant, la RSE semble être devenue une exigence stratégique indiscutable. Les investisseurs intègrent de plus en plus les critères ESG, environnementaux, sociaux, de gouvernance. Il y aura une session là-dessus pendant les rencontres. Donc ils intègrent de plus en plus ces critères dans leurs décisions. Les consommateurs manifestent des attentes croissantes. Et on voit apparaître de nouvelles obligations légales, notamment au niveau européen, comme la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui s'impose depuis 2025 à des milliers d'entreprises. En fait, on assiste aujourd'hui à des mouvements contradictoires, plus d'attentes, de réglementation, mais aussi d'actions concrètes d'un côté, on va en parler, mais on a aussi une diffusion d'un climat anti-écologique, antisocial au niveau mondial de l'autre. Séverin l'a rappelé et je pense que vous l'avez tous à l'esprit. Donc ce climat anti-écologique, antisocial, cette période d'instabilité forte, d'incertitude, ont des conséquences pour la RSE. Alors si on en croit le dernier baromètre du cabinet Bain et compagnie de 2024, la préoccupation pour la transition écologique et sociale aurait baissé de près de 30% chez les dirigeants économiques. Alors peut-être pas chez ceux qui sont avec nous aujourd'hui,
Et donc, ces préoccupations auraient retrouvé leur niveau d'avant Covid, donc auraient diminué sensiblement, ce qui pourrait signaler une certaine fragilité. Donc, à partir de là, j'ai envie de poser deux questions. Premièrement, est-ce qu'un recul de la RSE, s'il est avéré, est un bon calcul de la part des entreprises? Il y a un certain nombre de travaux qui montrent qu'un backlash écologique et social est une double erreur stratégique. Premièrement, le dérèglement climatique, les inégalités sociales ont des conséquences économiques néfastes, à court et à long terme. Les inondations de Valence, en Espagne, pourraient en être une parfaite illustration. Deuxièmement, dans un environnement qui est marqué par des crises successives, par de fortes turbulences, ce que nous connaissons aujourd'hui, les entreprises doivent faire preuve de résilience, c'est-à-dire qu'elles doivent développer des capacités de reconstruction continue. Or, un certain nombre de travaux montrent que les entreprises qui sont effectivement responsables, pas celles qui en parlent, celles qui le font vraiment, sont aussi plus résilientes, notamment parce qu'elles suscitent de la confiance auprès de leurs partenaires, auprès de leurs parties prenantes. Et donc là, les travaux d'une économiste comme Edith Jenklinger le montrent très bien. J'en viens maintenant à ma deuxième question. Comment s'assurer que la RSE ne se limite pas à un discours, mais devienne un réel levier de transformation, y compris en temps de crise? Un autre économiste, Yvon Péqueux, distingue entre une vieille soutenabilité, qui serait inscrite dans un paradigme dit de soutenabilité faible, qu'on pourrait appeler aussi un paradigme de business and society, où la vie des affaires est construite, envisagée à côté de la société, et une RSE un peu plus récente qui émerge après la COP 21, qu'on peut dire inscrite dans un paradigme de soutenabilité forte, ou qu'on appelle aussi logique business in society, donc pas business and, mais business in society. Et donc là, l'économie est inscrite dans la société. Donc tant que les stratégies RSE d'un certain nombre d'acteurs économiques s'inscriront dans un paradigme de soutenabilité faible, orientés prioritairement vers leurs objectifs économiques, alors ces stratégies resteront fragiles. Et elles ne pourront pas être un levier de transformation. Et là, le rôle du politique est essentiel, parce qu'il faut accompagner les entreprises dans leur transformation. Il faut soutenir les initiatives, promouvoir tous les modèles vertueux. En un mot, ce n'est pas le moment de céder au populisme économique. Suivez mon regard. Nos intervenants vont maintenant nous dire ce que la crise a fait ou pas à leur RSE, mais je crois que nous avons la chance d'avoir avec nous plutôt des exemples de modèles vertueux. Merci Ariel. Alors, on va voir si on a des exemples vertueux. Je commence avec vous, Mario Teppo. Vous dirigez un assureur public qui appartient au groupe La Poste, qui a deux métiers, qui fait à la fois de l'assurance et de l'investissement. Qu'est-ce que c'est qu'être socialement responsable dans une entreprise comme la vôtre? Et puis, surtout, en quoi les crises, alors disons les crises récentes post-Covid, ont fait évoluer votre stratégie et vos pratiques RSE? Alors, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. C'est vrai que j'ai tenu à participer aujourd'hui à cette table ronde parce qu'en étant un assureur public au sein du groupe La Poste, grand pôle financier public, on est aussi présent à l'international. Pour nous, la RSE, c'est vraiment au cœur de notre stratégie. Alors c'est vrai qu'au-delà de, quelque part, des enjeux qu'on voit aujourd'hui sur l'organisation, dans le contexte d'instabilité dans lequel on estime que c'est indispensable d'ancrer cette stratégie RSE au cœur de notre modèle et pas, comme vous l'indiquez tout à l'heure, mais à la moindre turbulence de faire machine arrière. Alors c'est vrai qu'un assureur, c'est avant tout un amortisseur de choc et à ce titre, je voudrais partager 3 convictions avec vous. Ma première conviction, c'est que pour être socialement responsable, l'entreprise doit intégrer les enjeux RSE dans son modèle de création de valeur à long terme et non pas les traiter à part. Donc c'est un enjeu structurel qui dépasse les phénomènes de crise conjoncturelle. Et parmi les grandes transitions, je voudrais en prendre une particulièrement, c'est la transition démographique. On sait qu'on fait face aujourd'hui à un enjeu de vieillissement de la population. Et en tant qu'assureur, je voudrais parler plus particulièrement de la dépendance.
la dépendance, c'est des coûts qui vont augmenter, qui vont doubler d'ici 2060 pour atteindre 2,8% du PIB. Et donc, la question, c'est ce que ça signifie pour nous, ce sujet de la dépendance. Eh bien, ça veut dire qu'on doit anticiper, adapter nos offres, et on doit faire des choix d'investissement qui sont utiles pour prévenir ce risque, mais aussi pour accompagner cette perte d'autonomie. Notre objectif, c'est vraiment de construire une chaîne de valeur qui intègre les enjeux de solidarité, d'accessibilité, d'innovation sociale pour garantir ce risque de dépendance. Pour montrer à quel point, dans notre groupe, la dépendance est importante, la Caisse des dépôts et de consignation vient d'annoncer un investissement à hauteur de 25 milliards d'euros sur les 5 prochaines années pour financer le grand âge et la santé. Donc vous l'avez parlé, on a 2 métiers. Donc après, mon exemple en tant qu'assureur, en tant qu'investisseur, parce qu'aujourd'hui, on a des investissements à hauteur de 415 milliards d'euros. Et donc, ça commence à peser et on peut influencer quelque part aussi à travers ce volet d'investissement, donc de façon directe. Aujourd'hui, on a 30 milliards d'investissements verts pour accompagner cette transition écologique, mais aussi, et ça on le voit moins, à travers notre dialogue actionnarial. On a utilisé notre dialogue actionnarial comme un outil d'influence stratégique pour faire évoluer les pratiques. Et en fait, ça nous permet d'avoir quelque part dans notre stratégie, d'appuyer, de renforcer la gouvernance ESG, d'encourager les trajectoires de décarbonation crédibles et faire pression sur les secteurs sensibles en particulier pour qu'ils adoptent des pratiques plus durables. Donc c'est vrai que ce sont des choix qui sont exigeants, où on vise des perspectives long terme pour protéger aussi nos investissements. À travers ces 2 leviers, on voit bien comment on doit articuler le temps court et le temps long pour protéger la valeur de nos investissements. Alors ma deuxième conviction, et j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle, c'est que les enjeux environnementaux et sociétaux sont aussi un levier puissant pour la différenciation sur notre marché et l'innovation. Alors en tant qu'assureur, nous pouvons et même nous devons repousser les limites de l'assurabilité grâce à notre capacité de mutualisation. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, on essaie dans un monde qui est quand même de plus en plus instable et où on a un enjeu de protéger le plus grand nombre. En tout cas, c'est notre conviction. Aujourd'hui, nous avons 36 millions d'assurés, ce qui nous permet d'avoir cette base large pour mutualiser les risques. Vous avez demandé d'être concret, donc je vais prendre des exemples concrets pour illustrer mes propos. On a lancé une initiative l'année dernière pour les personnes qui ont été atteintes d'un cancer du sein, pour qu'elles puissent avoir accès à l'assurance emprunteur, et ce, dès la fin du traitement thérapeutique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la loi, il est inscrit un droit à l'oubli qui est de 5 ans. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir accès à l'assurance à des tarifs normaux, il faut attendre 5 années. Nous, on le fait dès la fin du protocole thérapeutique. Et on a souhaité élargir au-delà du cancer du sein cette année au cancer masculin. Donc voilà une belle preuve de comment on peut repousser les limites de l'assurabilité. Un autre exemple, vous l'avez dit, on est présent au Brésil. Et donc on a au Brésil, on est assureur complet au Brésil sur la vie, sur de la non-vie. Et on est aussi présent sur de la micro-assurance. Et aujourd'hui, on assure environ 1 million de personnes avec des revenus modestes. Donc c'est aussi un autre exemple pour nous qui est important sur ce principe de mutualisation. Je le disais, c'est aussi un élément de différenciation. Et en tant qu'employeur, et ça je tiens à le souligner, c'est un vecteur fort d'adhésion des collaborateurs à travers notre engagement sociétal. Nos politiques inclusives sont, pour nous, c'est vraiment pas une mode, c'est des valeurs très profondes ancrées dans l'entreprise, dans l'ADN de chacun, et c'est un marqueur qui soude le collectif. Juste à titre d'illustration, ça fait 2 années consécutives qu'on a la note 100 sur 100 à l'index égalité hommes-femmes. Donc une preuve que ce n'est pas juste des paroles, mais qu'on le fait vraiment dans notre entreprise. Ma troisième et dernière conviction, et pour revenir aussi sur vos propos, je pense que les crises n'affaiblissent absolument pas notre détermination, bien au contraire, elles la renforcent.
c'est tentant de reléguer au second plan tous ces sujets de RSE en temps de... Vous savez que la conjoncture n'est pas forcément évidente. Nous sommes convaincus que c'est grâce à en intégrant ces enjeux-là qu'on va absorber les mutations climatiques, sociales et climatiques, et qu'il faut vraiment repenser notre modèle. Une entreprise qui intègre ces politiques durables seront, on en est convaincu, les plus résilientes. Et donc, en conclusion, je crois que le destin d'une entreprise est toujours solidaire du monde qui l'entoure, et œuvrer pour accompagner les transitions, y compris et surtout en temps de crise, ce n'est pas seulement un acte moral, mais un acte stratégique. Merci Marie-Aude. On peut l'applaudir, elle dresse un tableau très positif, presque sans nuage, j'allais dire. Est-ce que c'est aussi facile dans une entreprise privée et dans un secteur peut-être moins évident, celui de l'audit et du conseil, que de placer la RSE autant au cœur de l'activité de l'entreprise que ce que vient de décrire Marie-Aude Thépaut? Olivier Lenel. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous tous ce matin avec un ventilo qui nous rafraîchit. La RSE, pour moi, c'est une boussole. C'est une des boussoles des dirigeants, des chefs d'entreprise. Et cette boussole, elle est d'autant plus importante à bien maintenir en temps de crise. C'est une question d'ancrage, de valeur, de grille de lecture, bien évidemment. Et bien évidemment, il ne faut pas renoncer. Et je pense qu'aujourd'hui, nos entreprises, nos dirigeants, ils assument de plus en plus de responsabilités. Chaque année qui passe, de plus en plus de responsabilités. Et vous le savez, dans toutes les enquêtes auprès de la population des Français, l'entreprise, elle est reconnue comme ce premier acteur de société, loin devant les politiques, loin devant les pouvoirs publics. Donc nos entreprises, elles assument vraiment beaucoup de choses, et c'est une bonne nouvelle, quel que soit leur statut, et je vais y revenir pour ce qui nous concerne. Et je pense que pour rebondir sur l'introduction, je pense que tous ceux qui sont ici et qui sont au nom de leurs entreprises confirmeraient qu'avoir une RSE bien ancrée dans leur stratégie, on vient de l'entendre chez CNP Assurance, eh bien, c'est pour eux une meilleure anticipation des risques, c'est plus de résilience, c'est une capacité d'adaptation, d'attractivité renforcée. Alors pour nous, qui sommes une entreprise particulière, on est 5000, un peu plus de 5000 en France, on est dans les services professionnels, une partie de nos activités sont des activités réglementées, mais parce que notre boussole, elle nous conduit bien évidemment vers nos clients, mais ce matin avec vous, j'aurais insisté sur nos talents et le capital humain qu'on développe année après année. On le fait pour notre compte propre, bien évidemment, avec nos 5000 collaborateurs, et avec 20% de turnover, vous comprenez bien qu'on le fait pour la société avec un grand S également. Et ce capital humain, on y porte une attention particulière, c'est notre actif le plus précieux. Et je vais prendre trois exemples de ce qu'on fait en ce moment, et j'ai envie de dire, crise ou pas crise, on a connu des temps meilleurs aussi dans nos activités, bien évidemment. Le premier, c'est tout un plan qu'on appelle d'hybridation de nos collaborateurs. Alors ça peut vous faire sourire, mais c'est cette idée que dans nos activités, on doit leur apprendre à manier un certain nombre de compétences financières, extra-financières, autour du digital, du numérique, de la data, de l'intelligence artificielle. On parle de trilinguisme de nos collaborateurs, donc c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de formation, beaucoup d'expérimentation, et c'est notre promesse employeur, encore une fois, pour notre entreprise et au bénéfice des entreprises de façon plus large. Un deuxième projet qu'on est en train de lancer, un projet de skill-based organisation. Donc c'est cette idée de dépasser les schémas un peu français, de carrière un peu fondée sur les diplômes, parfois le temps qui passe, et de proposer des carrières très dynamiques, fondées vraiment sur l'acquisition de compétences, la mesure de cette acquisition de compétences. Une troisième illustration concrète sur ce capital humain, après je rebondirai sur un autre angle, c'est notre engagement pour la parentalité et pour la mixité. Ça fait 3 ans déjà qu'on a mis en place un congé second parent
qui aligne, donc pour le second parent, ce congé sur la durée du congé maternité et que l'on rémunère en intégralité, comme pour nos collaborateurs actifs. On peut le faire, on le fait. C'est pas encore une mesure, publique, vous le savez bien. Un deuxième axe de notre boussole, c'est notre accompagnement pour la transmission, parce que notre histoire, c'est une histoire de transmission, celle de Monsieur Mazars, il y a bien longtemps. On y est très attaché, et donc on a maintenu, crise ou pas crise, notre engagement vers la jeunesse, notre engagement vers les institutions culturelles qui font quand même cette transmission au long cours, et c'est extrêmement important. Et un dernier point, si vous me le permettez, en termes d'engagement et de responsabilité, c'est notre engagement à rester dans tous les territoires de France, vous l'avez dit. On est plus de 5000, on est présent dans plus de 40 bureaux, et on est aujourd'hui dans notre industrie le dernier à proposer cette proximité et l'ouverture sur le monde avec notre organisation mondiale, Forbis Mazars, qui est présente dans plus de 100 pays avec 8000 collaborateurs aux États-Unis, entre autres. Merci Olivier. Peut-être on y reviendra si on a le temps. Je voulais... on peut l'applaudir, oui. Je voulais relever le trilinguisme dont vous parliez, c'est-à-dire que vos collaborateurs sont formés autant à l'étude des critères financiers et extra-financiers quand ils vont chez leurs clients. C'est devenu... Les deux analyses ont la même importance aujourd'hui. Absolument, parce que nos clients suivent cette route également, n'ont pas d'autre choix que bien intégrer leur logique de performance financière avec leur performance extra-financière. Et nous, on est à leur côté, en permanence. Et je rajoute la dimension data, intelligence artificielle. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Merci. Alors, avec Christophe Fanichier, on va changer complètement à la fois de dimension d'entreprise et de secteur, puisque si Forbis Mazars intervient dans les entreprises, vous êtes directement en contact avec le grand public. Voilà. Du coup, dans une entreprise de la taille comme la vôtre, comment on arrive, est-ce que vous arrivez à mettre la RSE au cœur de votre stratégie et en quoi les crises récentes ont pu faire évoluer vos pratiques? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Pour l'entreprise SNCF Voyageurs, en fait, on a vécu, je dirais, 3 temps sur la RSE. Un premier temps qui est le temps de la prise de conscience de cette RSE. Un deuxième temps qui a été l'accélération de la prise de conscience de cette RSE par, vous l'avez dit d'ailleurs, les crises, les chocs qu'on a vécus. Et puis enfin, je dirais aujourd'hui, la pleine considération de la RSE, avec le R de RSE qui est passé, pour moi en tout cas, de responsabilité à un meilleur management du risque. Si je reviens sur le premier temps, la prise de conscience, cette prise de conscience qu'on peut dire, c'est qu'on est passé d'un moment où la RSE, elle était à côté de la stratégie de l'entreprise, pour être maintenant et aujourd'hui dans l'entreprise. Et puisque, on le disait à l'instant, on parlait du numérique, moi je compare souvent la RSE, l'arrivée de la RSE dans les entreprises, un peu comme ça s'est passé avec le numérique dans les années 2010, où on avait auprès d'un président un CDO, à côté de lui, dont l'objectif, et c'est le cas maintenant des directeurs de la RSE, d'être un peu le fou du roi, qui met le projecteur, qui challenge les sujets, mais qui n'est pas dans la stratégie de l'entreprise. Il est à côté de la stratégie de l'entreprise, il montre ce qui ne va pas, il montre les sujets qui sont les problèmes de demain, mais il était à côté. Je trouve que ce moment-là de prise de conscience, maintenant, il est acquis dans l'ensemble des entreprises. C'était un moment très important de cette prise de conscience, mais maintenant c'est acquis, et maintenant je dirais que la RSE dans les entreprises, après ce moment de prise de conscience, dans les années 2015-2016, il est dans notre stratégie et à tous les niveaux. D'abord, dans le sens qu'on donne à notre stratégie, on le voit d'ailleurs dans le recrutement et dans la fidélisation de nos collaborateurs, on le voit dans nos investissements. Aujourd'hui, la RSE est dans l'investissement, des investissements plus robustes, et puis même dans la conquête de nos clients. Je ne vais pas vous refaire tous les slogans de l'entreprise pour choisir le train, mais aujourd'hui, il est véritablement dans ce cœur-là. Et l'accès très complet de ce que nous avons souhaité nous faire, c'est qu'on a fermé tous nos managers à la RSE. Et donc, c'est plus de 4000 managers
qui aujourd'hui sont formés à la RSE, un peu comme chez Mazars, et c'est dans leur parcours. Et je dirais que si vous n'avez pas dans votre parcours ce sujet de la RSE, bah, vous ne progresserez pas dans l'entreprise, un peu comme on l'a fait à un autre moment sur le numérique. Pour moi, le deuxième temps, c'est le temps de choc et des crises. Hein, vous l'avez rappelé dans votre propos introductif. Pour moi, ces chocs et ces crises ont été un moment d'accélération de la prise en compte de la RSE. On a vécu, et vous l'avez dit, des crises, je dirais, du vivre ensemble, le Covid, les gilets jaunes. Eh bien, ces crises-là du vivre ensemble, elles nous ont montré qu'il y avait des métiers essentiels et non essentiels. Elles nous ont appris qu'il y avait des fractures territoriales, des fractures sociales, des sujets de pouvoir d'achat. Et on le voit, l'entreprise a eu un rôle, et c'est dans la RSE qu'on l'a véritablement fait porter. L'entreprise a eu un rôle de redonner du sens, encore plus pour les collaborateurs, un meilleur équilibre vie pro, vie perso, qu'on n'avait sans doute pas assez vu, et ces crises-là nous ont permis de mieux les voir. Et enfin, une deuxième crise, la crise énergétique qu'on a traversée. Alors pour nous, l'énergie, c'est un élément important. Beaucoup de gens le savent dans cette salle. SNCF Voyageurs est le premier consommateur d'énergie électrique en France. 2% de l'énergie électrique des Français, c'est nous qui la consommons pour faire rouler des trains. Eh bien, cette prise de conscience dans notre entreprise nous a permis d'accélérer tous nos plans d'accélération de la sobriété. Et cette sobriété, c'est de l'éco-conduite, par exemple, qui nous permet aujourd'hui de gagner entre 7 et 12% d'énergie électrique avec de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un élément extrêmement important pour nos entreprises. Donc ces crises-là, après la prise de conscience, nous ont permis véritablement d'accélérer l'ancrage de la RSE dans la stratégie de nos entreprises. Maintenant, si j'en viens au troisième temps, le temps d'aujourd'hui, moi j'aime souvent à dire, j'ai une profonde conviction que le R de RSE, c'est responsabilité. C'est vrai et c'est important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le R de RSE, c'est aussi comment je manage mon entreprise par le risque. Et lorsque je regarde quelques baromètres, moi, qui m'ont beaucoup surpris, si on se place à l'horizon de 2050, l'étude du BCG dit qu'à l'horizon de 2050, si on n'est pas attentif au changement climatique, c'est jusqu'à 25% des bénéfices des entreprises qui peuvent disparaître. 25%. Et si on se met plus près, 2030, c'est demain. 2030, si on ne fait pas attention, c'est 2% des heures travaillées, 2% des heures travaillées qui seront perdues. On le voit bien, on a tous un petit ventilateur ici, on a tous vu le dôme de chaleur de cette semaine, c'est 2%. Et si je le regarde à l'aune de ce que nous faisons dans le train, c'est comment dans des entreprises comme les nôtres, on fait plus de résilience sur la voie ferroviaire, plus de résilience dans les trains. Et ça, c'est des éléments qui, pour nous, sont très présents. Aujourd'hui, un retard sur 10, c'est dû au changement climatique. La chaleur, les inondations, du vent. Et il suffit de regarder la nature. Hein. Aujourd'hui, on a 2 à 3 fois plus d'arbres qui se mettent en travers des voies. Et c'est ça le changement climatique. Et donc, dans les entreprises comme les nôtres, c'est comment je manage par le risque, comment je préviens ce risque, plus que juste ma responsabilité. Et c'est ça, ces 3 temps qui, pour nous, sont très importants. C'est comment la RSE est passée du fou du roi qui disait « attention, ça va se passer » à comment je manage mes risques demain. Merci beaucoup. Elisabeth Moreno, je suis désolé parce que je vais vous faire jouer le mauvais rôle. C'est-à-dire que là, on a 3 dirigeants d'entreprise qui nous disent la RSE c'est formidable, qui nous parlent de formation, qui nous parlent de résilience, qui nous parlent qui nous disent qu'il faut y aller, que c'est même la vie de l'entreprise qui est en jeu si on n'y va pas. Et pourtant, on a quand même tous un peu le sentiment que effectivement, la crise, l'inflation, l'instabilité politique, l'instabilité géopolitique fait quand même peser sur les entreprises beaucoup de risques et que parfois elles se recentrent sur leur cœur de business. Donc vous qui avez une vision peut-être transversale de ces choses-là et de ce secteur-là, est-ce que vous pouvez soit confirmer ce que je dis, c'est-à-dire qu'on a ici, c'est normal, aux rencontres économiques d'Aix, le top du top des entreprises et que ce qu'ils font est formidable, mais que c'est peut-être pas complètement représentatif de ce qui peut se passer ailleurs, en France, voire plus largement en Europe.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver et puis de partager cette table ronde avec des patrons aussi engagés parce que vraiment vous donnez foi en l'avenir. Et c'est drôle que vous formuliez cette question comme ça parce que j'étais en train de penser en les écoutant que j'allais proposer à Jean-Hervé Lorenzi et à la belle équipe du Cercle des économistes que l'année prochaine, parce que cette thématique du RSE, je pense qu'on en a au moins pour 50 ans, que l'année prochaine, il constitue un panel où il y a 2 personnes pour et 2 personnes contre. Parce que la réalité, c'est que quand vous alignez uniquement des personnes qui sont sincèrement engagées, parce que je connais les engagements de chacune des entreprises et de chacun des leaders, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la RSE, c'est une question de leadership. Vous parliez tout à l'heure de responsabilité. Toutes les entreprises que j'ai vues profondément et sincèrement engagées sur les questions de RSE, ça venait d'abord d'une décision stratégique du patron et du COMEX de l'entreprise. Il ne faut pas se faire d'illusions. Toutes les boîtes qui mettent la RSE dans la com, parce que vous avez remarqué, hein, la RSE, pour beaucoup d'entreprises, c'est une question de com. Eh bien, ces boîtes-là, ce sont celles qui, aujourd'hui, sont les premières à reculer sur ces questions dès que ça tangue. Et ce que je trouve... Et elles sont nombreuses. Et elles sont nombreuses. Mais peut-être pas si nombreuses que ça. Parce que CNP Assurance, par exemple, que je connais bien, ils ont pendant des décennies fait plein de choses. Et quand je leur ai dit « mais pourquoi vous n'en parlez pas ?», ils m'ont répondu « mais on n'a pas besoin d'en parler puisque ça fait partie de nos valeurs ». Sauf que ceux dont ça ne fait pas partie des valeurs et qui ne l'utilisent que comme une com, vous savez, on dit, je crois qu'il y a une citation qui dit la culture, c'est comme la confiture, moins vous en avez, plus vous l'étalez. Eh ben, on pourrait dire la même chose de la RSE. C'est comme la confiture, moins certains en font, plus ils l'étalent. Et paradoxalement, beaucoup d'entreprises extrêmement engagées qui mènent des actions extrêmement concrètes, intelligentes, intéressantes, qui ont un impact dans la vie des gens, n'en parlent pas, soit parce qu'elles ont peur qu'on leur dise qu'elles le font pour qu'on parle d'elles, soit parce que pour elles, c'est d'une telle évidence qu'elles n'en parlent pas. Alors, pour répondre à votre question, moi je trouve qu'on vit dans un monde, ça ne vous a pas échappé, de paradoxes et d'ambiguïtés extraordinaires. Et je pense que toutes les crises, qu'elles soient géopolitiques, économiques, sanitaires, elles révèlent les fragilités de nos sociétés et de notre humanité. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on est dans un contresens extrêmement puissant en ce moment. C'est-à-dire que les entreprises qui ont décidé de reculer sur les questions RSE se tirent 2 balles dans le pied, mais elles n'en sont pas toujours conscientes. Et puis certaines d'entre elles se disent de toute façon, après moi le déluge. La première balle qu'elles se tirent dans le pied, c'est la balle de la confiance. Dans les périodes aussi troublées que celles que nous vivons, la confiance est un pilier essentiel pour les clients, pour les collaborateurs, pour tous ceux et celles qui achètent les produits ou les services de cette entreprise. C'est un pilier essentiel. Comment vous pensez que les collaborateurs de Meta vont réagir quand ils entendent leurs dirigeants dire qu'il faut plus de masculinisme ou de masculinité dans l'entreprise? Moi, je suis une femme, je travaille chez Meta, ça me crispe. Comment vous réagissez quand vous travaillez pour Accenture et que cette entreprise qui, pendant 20 ans, a fait des études brillantes pour dire que les questions de RSE sont essentielles, quand elle est l'une des premières à annoncer que non, mais peut-être qu'on en fait un peu trop? Comment vous réagissez quand vous êtes une entreprise comme Google qui, pendant plus de 20 ans, avait mis au cœur de vos valeurs ces sujets RSE et que tout d'un coup vous dites « oui, mais bon, vous savez, nous, on a beaucoup de business aux États-Unis et ne plus travailler avec le gouvernement fédéral, ça nous met en difficulté ». La crise de la confiance, on la paye pendant des siècles parce que vous savez que la confiance, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à se gagner et qui se perd en 1 seconde. Et la deuxième balle qu'elle se tire dans le pied, c'est le choc des réalités. Vous avez probablement vu tous ces articles qui sont dans les médias aujourd'hui, des entreprises qui sont en difficulté
parce qu'elles ont des salariés qui refusent de revenir à plein temps dans le bureau. Il y a 30% de salariés dans le monde qui, suite au confinement, n'ont pas voulu retourner travailler. Et plutôt que de se poser la question de savoir pourquoi il y a une telle crise sociale dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On sanctionne et on se retrouve, et on force les choses, et on se retrouve dans des situations de crise insupportables, parce qu'on a... J'ai déjà perdu mon temps? Parce qu'on a... Non, mais bon, je fais vite. Quand l'entreprise, elle est faite de chair et de sang, elle est faite de femmes et d'hommes qui, en ce moment, souffrent des inégalités, souffrent des injustices sociales, souffrent des incohérences de notre époque, souffrent d'un tas de choses. Fermer les yeux sur ce sujet-là, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que si vous ne pouvez pas attirer les talents, si vous ne pouvez pas recruter, si vous ne pouvez pas donner du sens à ce que vous faites, à la manière dont vous le faites, comment voulez-vous que les gens aient envie de travailler pour vous dans des moments aussi difficiles que cela? Alors la réalité, c'est que ces sujets de RSE, plutôt que de les prendre comme des sujets à impact, qui vont avoir un profond impact sur la société, on les prend comme des sujets de KPIs, on les prend comme des sujets de critères ou de cases à cocher à la fin d'une année civile pour dire si on a bien fait ou pas. Et la plupart des patrons, laissez-moi finir, la plupart des patrons vont considérer que c'est juste quelque chose qui les fait suer parce que ces critères les empêchent de faire du business et les empêchent d'être compétitifs. C'est parfois vrai. Mais de quoi on parle? On parle de pays et on parle d'entreprises qui ont les moyens de rendre ce monde un tout petit peu meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Donc soit on parie sur nos résultats à court terme, soit on pense aux générations qui viennent, on pense à l'état de la planète où on n'a jamais eu autant de crises, autant d'inondations, autant de feux de forêt, autant le temps. Regardez, on vit une semaine de canicule comme on n'en a jamais vécu. Donc soit on prend nos responsabilités humaines et on se dit que cette planète, elle ne nous appartient pas et qu'il y en a d'autres qui vont en hériter et qu'on devrait la laisser dans un état à peu près potable, soit on se dit que tout ce qui compte, c'est notre EBITDA, c'est nos rentabilités et nos profitabilités et on va collectivement dans le mur. C'est un choix que nous devons faire. Et je finis. Quand on me dit c'est difficile, chez Ring, on ne fait pas ça en se disant non, quand même, c'est bien, on veut briller dans les médias et dans les conférences. Quand on met 50% de notre carré d'intérêt, c'est-à-dire qu'on demande, on dit à nos équipes, si on n'atteint pas 50% de nos objectifs d'impact sur la société, on n'est pas payé. Si l'année dernière, on a donné 350 000 € à des associations qui travaillent sur les questions sociales et environnementales. Pourquoi? Parce que ces associations, qu'on le veuille ou non, même si elles se retroussent les manches et qu'elles font un travail de dingue, si elles n'ont pas de moyens financiers pour y arriver, elles ne peuvent pas avancer. La Fondation Engie distribue plus de 7 millions à des causes sociales et environnementales tous les jours. Est-ce que ça perturbe son business? Au contraire, ça la rend beaucoup plus crédible. Donc ça, c'est une décision que nous devons prendre ensemble et personne ne peut décider tout seul dans son coin parce qu'on doit faire du business et du profit de l'avenir qu'on va construire pour les générations à venir. Quel plaidoyer. Je ne voulais pas vous couper, je voulais vous relancer sur un point, mais tant pis, on n'aura pas le temps. Mais je voulais vous relancer simplement sur un point qui est que vous pointez des entreprises en disant elles ont reculé, elles ont tort, elles sapent la confiance avec leurs parties prenantes. D'abord, je ne les pointe pas, elles se sont pointées toutes seules. Est-ce qu'elles ne suivent pas simplement un mouvement de société? Mais depuis quand une entreprise suit un mouvement de société? Mais enfin, quand vous créez votre business, quand vous allez chercher des clients, quand vous vendez des services, vous pensez que vous suivez un mouvement de société? Ce que je veux dire, c'est que et dès que ça vous arrange pas, vous allez reculer, vous allez dire non mais c'est pas de ma faute, vous comprenez? Tout le monde fait ça, donc je vais faire pareil. Mais à ce rythme-là, on va où en fait? Pardon. Merci. Je crois qu'on a compris. Je voulais qu'on ait un deuxième tour de table, mais du coup, il va être extrêmement rapide pour voilà, s'assurer que la RSE va bien au-delà d'un discours et qu'elle est transformatrice de la société, en demandant à chacun de nos intervenants de donner
une mesure sur laquelle ils travaillent, un élément, soit un des objectifs de leur stratégie RSE, soit un élément d'interpellation des pouvoirs publics qu'ils souhaiteraient voir mis en œuvre pour accélérer cette transformation. Très rapidement, Marie-Aude Thépaut. Alors de mon côté, peut-être 2 points de vigilance rapidement. Le premier, quand on parle d'indicateurs, il y a quand même le sujet fardeau administratif où il faut faire attention. Parce que je vais parler bien sûr de CSRD qui touche toutes les entreprises. Aujourd'hui, c'est 1000 indicateurs à remplir. On s'est dit, on va simplifier parce qu'il y a le choc des simplifications. Donc on demande à toutes les petites entreprises de ne pas le faire. Et aux grandes entreprises de continuer de calculer ces 800 indicateurs. Mais au final, on investit de l'argent pour faire du reporting plutôt que de faire vraiment, alors que peut-être un sujet de simplification, c'était d'en choisir 20 qui sont clés, mais que tout le monde le fasse pour vraiment être dans l'action. Parce que je pense qu'il est important, c'est être dans l'action et pas du reporting. Deuxième point rapide sur l'intelligence artificielle et un point d'alerte, c'est à quel point ces outils qui offrent des opportunités assez incroyables, mais sont aussi vecteurs d'exclusion. Et là, si je parle en termes d'assureurs, avec ces outils, c'est d'une simplicité assez incroyable de sélectionner tous les bons risques. Mais si on sélectionne tous les bons risques, par définition, tous les autres risques, on ne les prend pas. Et donc, on va augmenter le nombre de personnes qui n'auront pas d'assurance, donc qui seront exclues, et augmenter quelque part une part de la vulnérabilité de la population, et c'est valable dans le monde entier. Donc, c'est vraiment un point de vigilance pour voir comment on peut utiliser de façon éthique l'intelligence artificielle, et là, il faut que ce soit un mouvement de l'ensemble des acteurs. Nous, on le fait depuis 10 ans qu'on utilise l'intelligence artificielle avec une politique très forte éthique, mais il faut que ce soit encadré pour ne pas arriver à des abus. Donc, ne pas reculer sur la CSRD, encadrer l'IA. Olivier Lenel, pour vous, sur quoi vous travaillez ou qu'est-ce qu'il faut pour que vous accélériez encore ? Je ne vais pas rebondir sur la CSRD, mais on partage bien évidemment cette idée de simplification sans banalisation. Et je crois que l'enjeu, c'est, vous le dites très bien, c'est la RSE d'action en fait. Et moi je pense qu'on a un enjeu dans nos entreprises et une responsabilité des pouvoirs publics aussi, de la stimuler, de la faciliter, de créer les conditions d'un petit peu de stabilité pour nos entreprises pour vraiment être à l'action sur ces sujets. Je vais prendre l'exemple on ne s'est pas concerté, mais de la transition numérique autour de l'intelligence artificielle. Nous, on y travaille, je l'ai dit tout à l'heure, sur le trilinguisme, donc on a des plans de formation depuis un certain temps. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je crois qu'on peut se féliciter du plan qui a été lancé cette semaine, Oser l'IA, en fait, qui a été lancé le 1er juillet 2025 et qui a vocation à aider les salariés des PME et des TPE et PME françaises avec 200 millions d'euros pour toucher 15 millions de salariés d'ici 2030. Mais quand même, le 1er juillet 2025, alors qu'on a des champions scientifiques dans ce domaine-là et qu'on est très en retard, finalement, dans l'accompagnement des Français en général, des Français actifs, des salariés, bien évidemment. Et moi, j'aimerais bien, finalement, nous qui sommes les champions d'Europe des impôts de production, les champions d'Europe des impôts de production, qu'on devienne les champions d'Europe de l'intelligence artificielle, qu'on ne laisse pas les Français au bord de la route, qu'on mobilise des moyens, parce que je pense que c'est bien, oser l'IA c'est bien, mais je pense qu'il faut faire beaucoup plus et beaucoup plus vite en fait. Merci. La stabilité, on s'en doute dans la bouche des chefs d'entreprise. Christophe Anichet, sur quoi vous travaillez à SNCF Voyageurs ? Moi j'avais envie de faire une proposition pour être un peu taquin. Je voulais vous parler des voitures de fonction. Les voitures de fonction, c'est 5% des Français qui travaillent qui ont une voiture de fonction. C'est 1,3 million de voitures de fonction en France. C'est dans le package salarial. C'est, comme moi j'ai l'habitude, c'est défiscalisé. Et puis c'est surtout un avantage en nature pour la mobilité. Et moi, ce que j'aimerais proposer aujourd'hui, c'est non pas la voiture de fonction, vous imaginez bien, mais c'est le train de fonction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de collaborateurs qui aujourd'hui utilisent une voiture de fonction parce que, entre guillemets, elle est gratuite et elle leur permet de faire de la mobilité, en particulier de la mobilité de longue distance. Et ces collaborateurs, mais moi je pense qu'on pourrait faire un train de fonction pour 2 types de collaborateurs. Celui qui se dit qu'il veut absolument prendre le train, absolument être écologique, et à ce moment-là, cet avantage en nature, il faut le traduire dans un crédit train qui sera un train de fonction.
ça vaut à peu près 10 000 € quand même, une voiture de fonction. Donc c'est lui donner 10 000 € pour faire du train pour lui et sa famille. Puis il y a d'autres collaborateurs, managers, qui se servent de leur voiture de fonction pour le domicile-travail. Et peut-être qu'il n'est pas obligé d'avoir la grosse berline toute l'année. Il pourrait peut-être avoir une petite voiture électrique pour faire du domicile-travail. Et puis il aurait 5 000 € de crédit train pour les longues distances. Aujourd'hui, on est prêt. Il faut une disposition fiscale pour ce faire. Ce n'est pas plus de fiscalité, j'entends, attention. C'est une fiscalité mieux répartie, avec un acte fort pour moi. C'est qu'on dit qu'un avantage en nature pour la mobilité, il peut aussi être décarboné. Vous l'avez proposé à Bercy, au ministère des Transports? Oui, ça a été proposé. Et alors? J'attends. À suivre. Très bonne idée. Elisabeth Moreno, alors on n'a pas du tout parlé de Ring, je ne sais pas, est-ce que vous avez suffisamment d'entrepreneurs dans lesquels investir? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous en ayez plus? Alors, moi je vais répondre en 2 temps à votre question. D'abord, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut faire? Ensuite, à titre professionnel, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que tout le monde veut changer le monde, mais peu d'entre nous sommes prêts à nous changer, nous, pour pouvoir changer le monde. Et je pense qu'on parle beaucoup des entreprises qui font mal, mais moi je parle aussi beaucoup des entreprises qui font bien, parce qu'il y a plein d'exemples vertueux. Vous en avez 4 là. Mais L'Oréal a son 2e marché, c'est les États-Unis, et L'Oréal a dit non, nous on ne reculera pas, quelles que soient les menaces. Sodexo, pareil, Edenred, enfin on a plein de boîtes en France, et ça, on peut vraiment faire cocorico parce qu'il y a des boîtes qui font du bien, et elles inspirent ceux qui voudraient reculer. Donc moi, à titre perso, je parle de cette boîte-là, et je dis qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a des gens qui font des choses bien. Et à titre pro, je crois que l'un des défis les plus importants que nous avons chez Ring, c'est de convaincre les investisseurs qu'on peut gagner de l'argent en faisant ce qui est nécessaire pour la planète. On a un fonds de gestion de 470 millions d'euros. 100% de nos fonds sont investis sur des femmes et des hommes qui créent des entreprises pour travailler sur les questions de transition énergétique, transition écologique, santé, éducation, inclusion financière. Et donc, quand vous utilisez l'argent pour faire ce qui est nécessaire, utile, et qu'en plus vous fructifiez votre capital, je pense que c'est un modèle vertueux. Mais il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'investir dans un fonds à impact social et environnemental, c'est faire ce que fait la Croix-Rouge ou je ne sais quoi. En fait, non, on n'est pas des assistants sociaux, on a juste du bon sens et on se dit qu'investir 100, 200, 300 000 € sur une start-up qui cherche à faire du covoiturage pour éviter justement, c'est la solution intermédiaire entre le train de fonction et la voiture de fonction. Quand vous avez des start-up qui décident de distribuer des bonbonnes d'eau dans les entreprises plutôt que des bouteilles d'eau et de réduire les consommations plastiques, quand vous avez des start-up qui travaillent pour créer des ponts entre les associations, entre les entreprises et les politiques publiques, quand vous avez des start-up qui travaillent sur le décrochage scolaire, en fait, ce sont des solutions vitales qui sont essentielles pour notre avenir, qui nous permettent de gagner de l'argent et de réinvestir cet argent dans d'autres solutions vertueuses. Donc c'est une pédagogie importante parce que en France en particulier, on trouve que l'argent c'est mal et puis quand on investit, on va faire de l'épargne, c'est pas de l'investissement. Plutôt que de laisser cet argent dormir, utilisons-le pour rendre possible ce qui est souhaitable dans notre société. Et ça, c'est l'un des enjeux les plus importants. Et quand on considérera qu'un fonds à impact social et environnemental, ça peut être positif pour nous, pour notre société et pour le monde de manière générale, je pense qu'on aura tout gagné. Merci beaucoup. Donc il faut plus de Ring Capital ou il faut qu'on oriente notre épargne vers Ring Capital? On cherche des investisseurs. Hein. On prend tout ce que vous avez à donner. On va avoir le temps peut-être de prendre une question dans la salle. Oui, monsieur, du coup, très rapide la question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Madame Moreno, je souscris totalement à votre discours, mais moi j'ai juste une question. Moi je suis auditeur financier, j'ai des entreprises qui sont des ETI, des PME. Ils étaient bien contents que la directive CSRD soit remplacée par Omnibus, parce qu'il y a des entreprises, si vous voulez, qui ont une chaîne de valeur, un prestataire qui a 5 personnes, qui doit aussi être vertueux. Mais comment faire pour que ces entreprises soient vertueuses,
sachant qu'ils ne pourront pas répercuter leur prix sur le prix, parce qu'il y a des entreprises aux États-Unis qui n'ont pas les mêmes règles et qui ne peuvent pas jouer avec eux, et ce qui fait que les entreprises deviennent moins compétitives. Oui. C'est une super bonne question, et sans rentrer dans la technique, en fait, l'une des raisons pour lesquelles les chefs d'entreprise, certains sont vent debout contre les questions de RSE, c'est parce qu'ils ont le sentiment que ça les empêche d'être compétitifs, que face à d'autres entreprises qui en ont rien à faire, eh ben, ils se retrouvent en difficulté. Faut dire que la RSE, certains considèrent que c'est un problème de riches, hein, et que la réalité du terrain, elle est tout autre. Et en fait, ce qu'il faut, c'est transformer ce sujet de responsabilité sociale et économique comme une pédagogie pour comprendre l'impact que ça peut avoir dans la société et le rendre plus facile en utilisation et en mise en œuvre, et que les politiques publiques soutiennent les entreprises dans ces démarches-là pour qu'elles ne perdent pas de leur compétitivité. Donc c'est un cercle vertueux où les entreprises, les politiques publiques doivent travailler ensemble pour regarder comment on peut l'alléger sans renier ces engagements qui sont essentiels. Merci Elisabeth. Une deuxième question, oui. Bonjour, Mathieu Pouy-Dessau, chef d'entreprise en Allemagne dans le conseil informatique et membre de l'Institut français des administrateurs. Alors l'IFA a une position qui est justement de pousser la RSE dans les entreprises en tant qu'outil pour améliorer la productivité. Et il y a un deuxième aspect que je vois en Allemagne, où on est champion des exportations, c'est que justement la réglementation européenne peut nous aider à créer des barrières non tarifaires pour se défendre contre les États-Unis. Donc il y a deux aspects à mon avis pour répondre aux commentaires du précédent intervenant. C'est un, la productivité, mais aussi deux, construire des instruments pour nous en Europe, dans un monde où effectivement il va falloir nous protéger. Et à mon avis, la RSE, c'est un élément qui nous permet d'être gagnant-gagnant sur les deux tableaux. Bah ça, c'est un super commentaire. Je dis juste, n'oubliez pas qu'en tant que consommateur, parce que la meilleure manière d'aider nos entreprises qui sont engagées sur la RSE, c'est encore d'acheter les produits de ces entreprises-là, hein. Il n'y a aucune réglementation qui rendra nos entreprises plus compétitives que le choix que vous allez faire. Donc si ces sujets vous intéressent, avant d'acheter les produits d'une entreprise, regardez leur engagement personnel sur ces questions RSE. C'est le meilleur outil de compétitivité qu'on trouvera jamais sur la planète. Merci infiniment. Je laisse le mot de la fin à Ariel. Merci beaucoup à tous les quatre. Très rapidement, merci Séverin. Donc c'était une table ronde extrêmement riche. Merci beaucoup. Moi, je retiens plein de choses. D'abord, c'est que la RSE, c'est effectivement, comme a dit Christophe Faniché, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, et ça devient un risque. Et si on le prend pas à la barre le corps, eh bien, c'est une catastrophe. Que la crise, contrairement à ce que pensent certains, ça peut être un accélérateur justement de développement de stratégies RSE, et c'est un moment où justement ça révèle les fragilités, mais aussi les vraies visions, les vraies intentions. Je retiens aussi que les entreprises ont un rôle central dans la société. Aux rencontres, il y a déjà eu des sessions sur qu'est-ce que c'est que le rôle de l'entreprise dans la société. Aujourd'hui, très clairement, les entreprises ne peuvent pas avoir qu'un rôle économique. En fait, l'économie est entremêlée avec les dimensions sociales, environnementales, tout est articulé, et les entreprises font des investissements, font des actions, et elles sont au cœur de ces transformations. Ce que je retiens aussi, c'est que pour les entreprises qui ont peur de mettre en œuvre des stratégies RSE parce que ça coûte, eh bien, j'ai entendu aussi que la RSE, c'est aussi un élément de différenciation, un élément d'attractivité pour les collaborateurs, pour les partenaires, pour les parties prenantes. Donc il ne faut pas avoir peur de la RSE, et au contraire, il faut s'en saisir. Ce que j'ai entendu aussi, c'est que, j'avais aussi évoqué le mot, c'est que la RSE, c'est une question de confiance. Et donc c'est essentiel. Et aussi que la RSE, il faut en parler, que la confiture, il faut l'étaler. En fait, celles et ceux qui ont des modèles vertueux, il faut les faire connaître parce qu'ils peuvent être inspirants, ils peuvent être source d'imitation, de développement. Et j'entends aussi que toutes les mesures qui sont prises, la RSE ne peut pas être effectivement une affaire de KPIs, de performance. Et donc, il faut simplifier pour permettre aux entreprises de mener leurs actions qu'elles doivent réaliser. Voilà. Merci à vous toutes et tous.